Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue donc dans ce live organisé donc par l'AGES Formation, organisme de formation spécialisé en banque, finance et assurance que vous connaissez sans doute ou peut-être pas, puisque pour une fois nous allons aborder la communication et plus exactement la communication digitale entre ce qu'il est possible, ce que politiquement on peut faire à titre personnel, à titre privé, etc., professionnel. Je vais laisser la parole bientôt effectivement aux intervenants que vous pouvez apercevoir. Et je voulais juste vous donner quelques petites règles. Donc, la présentation dure 1 heure. Vous avez un chat qui est régulièrement scruté donc, par l'ensemble des intervenants pour pouvoir répondre à vos questions. Si les questions se collent justement, vont bien avec le sujet abordé, elles vont être très tôt au fur et à mesure, mais sinon, sachez qu'il y a à la fin un temps pour les questions-réponses et on pourra évidemment répondre à d'autres questions de votre part. Donc, vous avez plutôt, si possible, vos micros fermés et j'espère que ce qu'on va vous présenter va répondre à vos questions et surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Isabelle. Donc sans plus attendre, on va démarrer. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui se connectent pour un sujet, comme l'a dit Isabelle, qui est éminemment d'actualité. Vous avez entendu récemment aux États-Unis qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ont été licenciées pour avoir émis quelques critiques vis-à-vis de l'affaire de Schaller-Kirk. Vous avez, dans des passés plus lointains, vous aviez eu des licenciements dans le cadre des émeutes qui avaient eu lieu à Hong Kong pour des collaborateurs qui avaient émis des opinions politiques à cette époque. Vous avez eu d'autres cas de salariés qui ont pu être aussi mis à pied quelque part, licenciés pour avoir communiqué sur les réseaux sociaux des informations de nature confidentielle. Donc on voit que tous ces sujets se télescopent un petit peu et surtout rendent les entreprises souvent un peu nerveuses du fait de cet enjeu réputationnel, bien sûr, et de l'assimilation qui pourrait être faite entre la communication d'un collaborateur et la réputation de l'entreprise. Alors, pour échanger un peu sur ces propos, comme vous le savez, notre objectif, ce n'est pas de vous faire des formations pendant 50 minutes, mais c'est plutôt de recueillir la parole d'experts. Et on a la chance aujourd'hui donc d'avoir 3 experts qui vont permettre donc d'intervenir dans cette webconférence. Alors, je me présente d'abord moi-même, Béatrice Bonmichel, donc je suis associée et présidente de l'AGES, donc organisme de formation qui donc vous fait cette web aujourd'hui. On est très spécialisé sur le monde financier, sur le secteur financier, que ce soit la banque, l'assurance, que ce soit le monde des fintech. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était quand même d'élargir le débat, d'aller un peu au-delà de ce secteur financier, parce que le sujet qu'on traite aujourd'hui, en fait, peut concerner n'importe quelle entreprise. Alors, il se trouve que nous aurons, et je les laisserai se présenter, 2 experts qui sont plutôt des experts du secteur financier, mais nous avons aussi la chance de pouvoir accueillir Marie, que je laisserai également se présenter, et donc qui n'est pas du monde financier en tant que tel. Donc, je vais passer la parole justement à nos experts pour qu'ils puissent se présenter sans plus attendre. Et puis après, nous allons du coup avoir quelques questions que je me permettrai de leur poser. L'idée est un petit peu de voir quelle posture ils ont à aujourd'hui pour être des acteurs assez présents sur les réseaux sociaux, quelles précautions ils ont pu prendre pour, in fine, retenir aussi quelques bonnes pratiques sur la posture à avoir sur les réseaux sociaux. Donc, sans plus attendre, Marie Clément, je te laisse te présenter à la fois qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle et qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, je laisserai après la parole à Antoine, puis ensuite à Richard pour vous présenter.
Merci beaucoup Béatrice. Alors donc moi je m'appelle Marie Clément, je travaille dans le secteur culturel. Plus précisément, je suis chargée de droit dans une maison d'édition qui s'appelle les Éditions Grasset. Mon travail est un travail globalement de propriété intellectuelle qui se situe à l'embranchure entre du commercial et du juridique. Et à côté de ça, j'ai aussi une présence sur les réseaux sociaux puisque je suis créatrice de contenu culturel. Là, pour le coup, c'est pas simplement dans le monde de l'édition, mais c'est plus global sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram. Et en plus, j'ai aussi mon podcast qui s'appelle Omniscient pour redéfinir la culture. Donc voilà, j'ai ces trois petits espaces qui évoluent en parallèle les uns des autres. Merci beaucoup, Marie. Ça sera aussi l'occasion de découvrir tes productions. Et c'est intéressant parce que tu as quand même des notions juridiques, par définition. Tu es aussi sur les enjeux de propriété intellectuelle, etc. Et du coup, tu es effectivement très clairement au carrefour de ce type d'information sur lequel l'entreprise est très vigilante et qui fait un petit peu peur dès qu'on voit toutes ces informations partir un petit peu dans la nature sur les réseaux sociaux. Puis bien évidemment, plus vous avez d'impact, plus ça nous fait peur parce qu'on a peur de l'influence que vous pourriez avoir négativement pour l'entreprise. Merci beaucoup, Marie. Je passe la parole à Antoine Gandois. Je te laisse te présenter. Yes, en tout cas, bonjour pour ce webinaire déjà. Je pense que c'est un vrai sujet d'actualité. Alors moi, j'ai un parcours, je ne suis pas plutôt dans la banque, moi je suis plus au niveau assurance. J'ai à peu près 9 ans d'expérience, bientôt 10 d'expérience sur l'assurance, dans le secteur de l'assurance, plutôt sur du chargé de reporting réglementaire, un poste aussi un peu stratégique dans un groupe de protection sociale, mais orienté plutôt réglementaire à CPR. C'est un peu ça mon créneau. Et c'est vrai que j'ai commencé très récemment, alors 1 an, je pense que pour les créateurs de contenu, ils ont une vision plutôt long terme, on en parlera plus tard, mais il y en a qui ont au moins 5-6 ans, etc. Moi, ça fait 1 an que j'ai commencé à vraiment parler sur LinkedIn. Avant, j'étais plutôt dans l'ombre. Je pense que les gens qui sont dans le chat se reconnaîtront là-dedans. C'est-à-dire que tu likes, mais tu ne commentes pas, tu n'es pas trop actif. Et je me suis vraiment décidé à le faire parce qu'en fait, je me suis lancé avec un podcast. Et force est de constater que le podcast, pour le faire connaître, il faut communiquer. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure de création de contenu. On y reviendra sur l'assurance avec mon podcast Assurance en coulisses. Une newsletter aussi orientée à peu près compliance sur mes reportings réglementaires. J'essaye aussi de tendre un peu sur vulgariser des grands principes de l'assurance. Et voilà ce que je peux dire au début. Très bien. Merci beaucoup, Antoine. Et je laisse Richard Michaud se présenter également. Oui, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce soir. Donc pour ma part, j'ai 2 casquettes principales. La première, c'est que je suis consultant, donc service financier. Donc c'est-à-dire que j'accompagne des institutions financières, principalement des banques, dans leurs projets de transformation, avec beaucoup de sujets autour de la réglementation bancaire, mais aussi de la data et de l'innovation. Ça, c'est mon activité principale. À côté de ça, j'ai une deuxième casquette, donc, qui est autour de la création de contenu, avec à l'intérieur 3 volets. Le premier, c'est LinkedIn. Donc je suis actif depuis plusieurs années avec maintenant une communauté qui a pas mal grossi et je propose chaque jour des décryptages d'actualités ou de concepts autour de la finance avec un angle d'éducation financière au sens vraiment large, de pédagogie pour essayer de décrypter en fait cet univers qui est parfois vu comme très complexe avec plein d'acronymes, plein de mots compliqués qui pour autant est très important à comprendre, que ce soit pour les gens qui travaillent vraiment dans le secteur, mais aussi pour tout un chacun dans sa vie au quotidien. Et c'est quelque chose qui me passionne. Un deuxième volet qui est une newsletter également, qui s'appelle Inside Banking, que je publie chaque mois, qui propose une synthèse des principales actualités du secteur en 5 minutes de lecture. Et puis un troisième volet qui est un podcast qui s'appelle également Inside Banking, dans lequel je reçois des experts de la finance. Alors, ça peut être des banquiers, j'ai reçu par exemple récemment le président du Crédit Mutuel, mais ça peut être aussi des acteurs de la finance au sens large, pas forcément que des gens qui travaillent en banque, qui parlent de leur expertise, d'un sujet d'actualité, de leur parcours aussi, des personnes parfois inspirantes qui ont des rangs de carrière, des postes à responsabilité, ce genre de choses, et qui ont des talents de pédagogue pour expliquer leur activité ou un sujet qui est important. Voilà pour ma part.
Très bien, Richard, merci bien. Du coup, voilà, donc quelles sont les principales questions qu'on aimerait poser, qu'on aimerait vous poser aux uns et aux autres? On va voir un petit peu quel message vous cherchez à diffuser. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre entreprise? Pour quelle était la motivation première? Comment vous arrivez ensuite à naviguer quelque part et à savoir si ce que vous publiez est politiquement, comme disait Isabelle, politiquement correct ou non vis-à-vis de l'entreprise. On verra ensuite les bonnes pratiques. On verra donc comment vous gérez cette communication. Et puis, on verra si vous êtes dans des entreprises qui sont plutôt partisanes d'avoir des collaborateurs qui communiquent justement sur les réseaux sociaux. Et puis après, pour nos auditeurs, ça peut être intéressant d'avoir peut-être quelques tips de ce qu'il faut faire pour avoir une notoriété si certains d'entre vous sont intéressés également par, du coup, avoir quelques followers de plus sur les réseaux sociaux. Alors, du coup, merci Richard. Donc, Richard et Antoine et du coup Marie, n'hésitez pas aussi à challenger un peu nos auditeurs pour voir s'ils ont des choses, des points de vue, pour essayer de vous connaître, car comme on l'a dit au début, votre micro est coupé. Donc, on ne peut absolument pas vous entendre. Mais néanmoins, on vous écoute puisque vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à abuser du chat autant que nécessaire. D'autant plus qu'après, il y a des replays. Donc, ça permet après de retrouver un peu toutes ces réponses dans les replays. Alors, sans plus attendre, j'ai quand même une première question qui est peut-être plus informelle, mais que je pose à tous les trois. C'est un petit peu de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'aller sur les réseaux sociaux. Avec une question derrière, déjà, où est-ce que vous trouvez le temps, quelque part? Et la deuxième, c'est pas mal de gens ne veulent pas aller sur les réseaux parce que ça leur fait peur, etc. Et puis, il y en a d'autres, comme vous notamment, qui disent, ben non, il ne faut pas avoir peur des réseaux sociaux. Marie a évoqué TikTok. Alors, pour certains, dès qu'on parle TikTok, on a le poil qui se hérisse. Et donc, j'aimerais bien savoir un petit peu qu'est-ce qui fait que vous aimez ça? Qu'est-ce qui a été votre motivation profonde par rapport à ça? Sachant que vous êtes salarié par ailleurs, vous avez été salarié à ce moment-là, notamment pour Antoine. Donc, ce n'est pas une question financière en tant que telle. Vous aviez une rémunération déjà qui était assurée. Qui est-ce qui veut se lancer pour expliquer vos motivations premières? Moi, je peux y aller si vous voulez. Moi, déjà, pour ma part, je n'avais pas d'expérience, on va dire, sur les réseaux sociaux, si ce n'est Facebook au collège, mais ce n'était pas une expérience très, très fameuse avec beaucoup de contenu pédagogique. Donc, voilà, moi, comme l'a dit Antoine dans son introduction au début, pendant longtemps, j'ai été passif et j'utilisais ça comme une source d'information qui m'était utile sur certains sujets. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de veille pour mes travaux, pour mon travail, parce que je considère que c'est extrêmement important. En fait, moi, je suis consultant, j'accompagne des banques, donc il faut que je sois au courant de l'actualité des sujets, notamment réglementaires, de leur actualité à mes clients, de ce qu'ils font, des sujets qui les préoccupent, parce que toutes ces actualités, au fait, drivent des projets, des préoccupations des clients, etc. Donc, à la base, moi, je me suis vraiment intéressé sous cet angle de veille, et je faisais, au fait, ma veille tous les jours, pour moi, notamment sur les Échos, sur d'autres médias. Et à un moment donné, je me suis dit, cette veille-là, c'est bien, je suis au courant de plein de choses. Et je pense que ça pourrait intéresser effectivement des gens en apportant mon angle. Et donc, au début, j'ai juste poussé, il y a quelques années, juste des articles avec une phrase au début, puis un petit paragraphe, puis 2 paragraphes, puis 3 paragraphes. Et puis, j'ai vu que ça intéressait les gens. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, c'est aussi et avant tout, à la base, un exercice pour moi. C'est-à-dire que ça m'obligeait aussi le fait de synthétiser un sujet, recouper des sujets, donner un avis. Ça vous oblige à creuser, comprendre le sujet, se forger un avis, et c'est pas si simple, sur des sujets un petit peu techniques. Et synthétiser des choses complexes, c'est pas facile en fait. Mais ça permet de se les approprier, et ça permet d'être aussi meilleur dans son travail. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, un point plus large, c'est que moi, je suis convaincu en fait de la pertinence d'avoir
des relais au niveau de la communication. On voit bien les entreprises qui communiquent, il y a des communications corporate, et on voit bien en fait que ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas suffisant, et de moins en moins avec l'émergence des réseaux sociaux, parce que c'est un modèle qui est complètement différent, et on va préférer écouter le podcast d'une personne dont on connaît la qualité, qui est visible, avec laquelle on peut avoir un attachement, que le podcast d'une entreprise sur le même sujet en fait, hein, mais d'une entreprise avec potentiellement pas toujours la même personne, aucune interaction avec la personne, pas de pattes, etc. En tout cas plus difficile. Donc moi j'étais convaincu aussi que c'était quelque chose en fait qui avait du potentiel. Donc à la fois l'envie de partager, de me former, partager du contenu qui avait de la valeur. Et puis aussi, moi, j'avais en tête que c'est quelque chose qui pouvait être amené à se développer et qui m'intéressait sur des sujets qui me passionnent. Et ça, je pense, c'est un point important aussi d'écrire sur des sujets qui nous passionnent, sinon on ne peut pas le faire dans la durée. Et donc, effectivement, moi, j'ai eu envie de faire ça. La difficulté, moi, je suis un introverti à la base, donc je n'aime pas forcément me mettre en avant. Et c'est aussi un bon moyen de le faire pour les introvertis, parce que par écrit, c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est beaucoup plus simple que se filmer. Moi, je suis pendant des années, quand j'allais à une conférence où il y avait le micro qui tournait, moi je faisais tout pour me détourner et pas le prendre. Je ne voulais pas parler en fait. Et en fait, les réseaux sociaux, ça peut permettre à des profils comme ça de s'exprimer et ça te donne confiance. C'est un petit peu comme le sport, quand on fait des efforts très durs, après quand on a quelque chose de moins dur, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est un petit peu pareil. Donc voilà pour ma part. Alors Richard, on doit t'écouter parce que pendant que tu as dit ça, tu n'avais plus l'image. Et je pense qu'on est écouté et que ta vidéo ne fonctionnait plus au moment où tu as dit justement que tu n'étais pas au début très fervent de te mettre en scène toi-même. Et donc voilà, tu as été entendu par Livestorm qui a dû t'écouter et flouter ton image pendant ce temps-là. Merci beaucoup Richard. Je vais donner la parole à Marie. Marie, qu'est-ce qui motive à en faire encore plus dans le domaine de la culture par rapport à son propre job? Oui, alors moi, je pense que c'est quand même très différent, étant donné que je n'ai pas la même manière de faire les choses et les mêmes raisons. Moi, j'ai commencé par travailler donc, en maison d'édition, mais j'ai toujours eu cette appétence plus large pour la culture. Et c'est dans un souci aussi de faire d'autres choses, de ne pas simplement me cantonner à la littérature et à l'édition, que j'ai créé mes réseaux. Et aussi, j'ai eu une expérience pour un média digital, donc qui faisait vraiment de la création de contenu culturel sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi clairement cette expérience qui m'a amenée à me lancer de mon côté, parce que j'avais acquis non seulement des compétences, mais aussi cette espèce de confiance de pouvoir avoir la possibilité d'avoir quelque chose de pertinent à dire. L'autre chose, c'est que quand je me suis présentée, je n'ai pas dit, mais j'ai aussi créé ma compagnie de spectacle vivant. Donc, je fais de la scène depuis des années, ce qui fait que la prise de parole n'est pas quelque chose qui m'effraie. Et aussi, c'est un enjeu pour mettre en avant les spectacles qu'on propose. Donc, en fait, finalement, j'ai aussi été sur les réseaux par le biais de la promotion des spectacles que j'ai fait sur toutes ces années. Et enfin, je pense que la dernière chose, c'est que moi, j'ai vraiment grandi avec les réseaux sociaux, ce qui fait que je n'avais pas d'appréhension particulière. Après, j'ai toujours été très soucieuse de ce que j'exprimais dessus. Et le fait est que moi, mon contenu étant primairement culturel, c'est pas tellement mes avis personnels ou ma vie personnelle qui est sur les réseaux sociaux, et ça me protège aussi dans un sens. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie. Cet aspect effectivement personnel est important, on en reparlera bien évidemment, de savoir distinguer ce qui est du domaine du personnel, de l'opinion, quelque part un peu de la donnée personnelle au sens RGPD du terme, de ce qui est quelque part de l'information ou de la communication d'infos, voilà, comme ce que tu proposes dans le domaine culturel. Merci Marie. Antoine? Oui. En fait, mon parcours est un peu très similaire à Richard. Je vais pas faire du plagiat, mais en fait, ce qui s'est passé pour moi, quand j'étais responsable comptable en charge de la partie réglementaire, je travaillais beaucoup sur Solvabilité 2 et j'animais en fait un SharePoint avec de la veille réglementaire. Donc tous les mois, toutes les semaines, un peu pareil. J'allais checker sur le IOPA, sur la CPR, sur la Banque de France.
je faisais beaucoup de veille. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, la veille que je fais là, pourquoi je ne la partagerais pas sur LinkedIn? Alors, j'avais une certaine appétence aux réseaux sociaux. Moi, j'étais un peu sur Instagram, pas trop sur TikTok, Marie, mais j'étais plus sur Instagram. Et pareil, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer sur LinkedIn et commencer à en parler, mais très légèrement, quoi. C'était un post par semaine. Je me suis lancé en fait un peu comme ça et c'est allé crescendo. J'étais un peu timide aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je ne mets pas trop de photos de moi encore sur les réseaux sociaux. J'ai encore du mal à faire des posts avec une photo de moi. Mais en tout cas, je tente vraiment à démocratiser un peu cette peur-là, entre guillemets, grâce à la création de contenu. Ça, c'est clair et net que ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Et en fait, je ne me suis pas mis une pression en mode il faut que je crée du contenu. C'est vraiment allé fluide. Et en fait, je me suis aperçu qu'au début, je faisais un post, après, j'en faisais 2. Après, je faisais une newsletter. Après, j'avais un podcast. Et après, je publie tous les jours. Voilà. En fait, ça s'est fait vraiment pendant 1 an avec une certaine durée, une certaine ligne éditoriale. Et j'encourage vraiment les gens qui se mettent des freins ou des peurs, entre guillemets, bah, vraiment à se lancer parce qu'on démarre tous de zéro. Et au final, il y a forcément des auditeurs ou des personnes qui, en tout cas, je pense, arriveront à trouver en tout cas du sens à ce que vous allez partager sur les réseaux. Ça, c'est sûr. Merci Antoine pour ce partage. Donc vous avez notamment Antoine et Richard cette envie aussi de partager les connaissances, un peu dans une optique un peu de formation, on va dire, de rendre les gens dans le domaine financier peut-être plus intelligents, en tout cas plus au fait d'un certain nombre de sujets. Marie, donc aussi de sensibiliser les populations, quelque part au sens large, à la culture. Tu te mets pas mal en scène sur présenter des livres, des choses de ce type, ou des œuvres, ou des pièces de théâtre, etc. Et du coup, vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire la bête noire des entreprises, mais des gens comme vous et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux a amené les directions de la communication à prendre vraiment conscience de la nécessité, d'abord des risques des directions qui sont portés par les directions de la communication et de tout le dispositif qu'elles doivent mettre en place pour justement essayer d'être présents sur les réseaux sociaux pour s'assurer que leur nom n'est pas utilisé à mauvais escient et qu'il n'y a pas éventuellement des collaborateurs ou autres de l'établissement, de l'entreprise qui tiendraient des propos qui pourraient à la fin se retourner contre l'entreprise elle-même. C'est ce qu'on a vu donc au moment de Hong Kong, c'est ce qu'on a vu donc là récemment aux États-Unis, etc. Donc il y a quelques affaires, pas tant que ça, mais quelques affaires qui émaillent la chronique. Alors en France, on considère qu'on est relativement protégé sur cette liberté d'expression, notamment par l'article du Code du travail, le L1121.1, qui protège et qui exprime justement cette liberté d'expression, ce qui fait que si jamais demain vous étiez inquiété d'une manière ou d'une autre, vous auriez nécessité bien évidemment de vous justifier, mais une relative protection quand même des collaborateurs, puisqu'on a le droit à sa vie privée et on a le droit de s'exprimer à ce titre par ailleurs en dehors du contexte de l'entreprise. Mais néanmoins, les uns et les autres, est-ce que vous avez pris des précautions spécifiques vis-à-vis de votre employeur? Est-ce que vous les avez informés? Parce que je pense qu'ils sont au courant, hein, j'imagine. Est-ce que vous avez pris quelques précautions ou pas? Et éventuellement, est-ce que votre entreprise a une position, une posture par rapport à votre présence sur les réseaux sociaux? Je vais peut-être commencer par Antoine cette fois-ci, peut-être, ou par Richard. Richard, sinon. Vas-y, je t'en prie, Antoine. Moi, je pense que déjà, il faut avoir une transparence. Bon, en tout cas, moi, quand j'ai commencé à créer du contenu dans mon ancienne boîte, ma chef était au courant. Voilà. Alors, je ne dirais pas que ça montait jusqu'à la direction, jusqu'à la com, jusqu'à RH, tout ça. En tout cas, ma responsable était au courant. Dans ma nouvelle boîte, pareil, ils sont au courant. Je pense qu'on parle beaucoup d'employés advocacy en ce moment, qui est quand même l'air du temps et qui, je pense, à terme, va vraiment se propulser pour faire une belle image de marque. Au-delà de ça, tu parlais du fait d'avoir la peur de l'employeur de ne pas réussir à partager du contenu ou autre. Moi, je ne le vois pas trop de cette manière-là. En fait, je me dis, tant que tu ne mets pas à mal ou tu n'apportes pas des sujets contraignants au niveau de ta boîte, je ne pense pas qu'il y a, entre guillemets, des conflits qui peuvent se créer. Moi, par exemple, dans ma création de contenu, soit c'est de la vulgarisation de principes d'assurance, soit j'ai des acteurs du secteur de l'assurance qui passent dans mon podcast.
Et je suis toujours neutre, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre en avant un assureur ou un autre, je ne vais pas parler de l'activité de ma boîte. Ça, je le dis toujours à mes invités, s'ils veulent me titiller sur ma boîte, je dis toujours que voilà, dans tous les cas, je ne dirai rien ce qui se passe dans ma boîte, ça reste personnel et très confidentiel. Donc, je pars de ce principe-là. Je pense que dès qu'on met des bases dès le début, à partir de là, je ne vois pas trop comment ça pourrait dériver en fin de compte. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Moi, je peux compléter ce que vient de dire Antoine. Moi, je ne suis pas d'accord en fait avec cette présentation des choses, de dire ouais, c'est compliqué, c'est risqué, etc. Moi, je le vois vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, quand on regarde les campagnes de communication et les pratiques en fait, des nouvelles générations, ça ne fonctionne pas. En fait, des campagnes purement corporate, en passage pub à la télé, bah, en fait, c'est plus les médias, en fait. C'est plus la télé. Alors, je dis pas que c'est fini. Bien sûr qu'il va se passer les choses, mais si on ne prend pas conscience qu'il y a YouTube qui est plus regardé que la télé, que les campagnes d'influenceurs, en fait, font plus de vues aujourd'hui que des campagnes traditionnelles, bah, on passe à côté du sujet. Donc, à partir du moment où on a fait ce constat, qui est un constat de réalité, c'est un petit peu comme si je ne veux pas utiliser l'intelligence artificielle. Bah, très bien, mais tu peux ne pas utiliser l'intelligence artificielle, mais tu vas être complètement dépassé, mon ami. Donc, c'est un petit peu pareil. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de complémentaire à trouver, bien sûr, c'est jamais tout d'un côté ou tout de l'autre. Mais à partir du moment où on fait ce constat, il faut réfléchir à comment l'utiliser en levier de communication. Et donc là, on peut le voir différemment. Et en tant que salarié, on a des responsabilités. Il faut en avoir bien conscience. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui le font. Et c'est normal que les entreprises les sanctionnent. Il y a des pratiques à mettre en place. Je partage totalement ce qu'a dit Antoine sur la confidentialité, évidemment, de ce qu'on fait avec nos clients. Sur ne pas voilà, tout déballer, ne pas critiquer des clients, même des concurrents, bah, ça n'a pas de sens en fait. Par contre, apporter du contenu de place sur des sujets d'intérêt commun qui peuvent aussi intéresser des clients, qui peuvent montrer bah, voilà, qu'il y a des employés qui connaissent les sujets, qui sont capables de les mettre en avant, de faire des analyses, bah, ça a du sens et ça peut être positif pour une entreprise. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui développent aujourd'hui des programmes d'ambassadeurs où ils essaient de structurer ça. Alors évidemment, c'est dur, c'est plus compliqué que de centraliser des campagnes de communication en interne avec une agence de communication, mais ça peut être aussi être un levier très puissant, parce que déjà, d'une part, ça peut être gratuit. Alors, on peut faire des posts sponsorisés, mais en tout cas, on peut tout à fait avoir une stratégie de visibilité avec des millions de vues, avec du contenu purement gratuit. Ça, c'est quand même quelque chose de majeur pour une entreprise. Si on veut faire des millions de vues de manière purement organique, avec une agence de communication, ça ne sera pas gratuit, hein, et c'est tout à fait normal. Et donc, moi, je le vois vraiment dans l'autre sens. Donc, pour les entreprises, c'est intéressant. Et pour les salariés, c'est aussi intéressant d'avoir une certaine liberté, tout en respectant des guidelines, parce que beaucoup d'entreprises publient des chartes, par exemple, d'expression sur les réseaux sociaux, ce qui est tout à fait logique, avec des principes déontologiques. Et si on arrive finalement à mixer les deux, c'est-à-dire pousser des collaborateurs qui le veulent, qui sont volontaires à le faire, et qui peuvent donner aussi une bonne image d'entreprise, et structurer d'autre part du côté de l'entreprise tout ça, ça peut être un combo gagnant. À l'inverse, si on dit on ne veut pas du tout de ça, ça n'existe pas, à mon avis, on passe complètement à côté du sujet. Merci. Merci Richard. Du coup, voilà, Marie, ton point de vue nous intéresse également. Pour le coup, moi, quand j'ai fait mes entretiens, ça a été abordé dès le départ. J'ai voulu être absolument transparente puisque je travaille quand même dans un milieu qui est assez réduit et que je suis aussi en contact avec potentiellement des auteurs et autrices, d'un côté dans mon travail, mais de l'autre aussi sur les réseaux. Donc, c'était pour moi non négociable d'en parler avant et d'avoir de la transparence, comme disent Richard et Antoine. Et ensuite, il y a aussi une chose qui est très claire, c'est que je ne parle absolument pas de mon entreprise sur les réseaux. C'est pas tellement possible de retracer que je travaille dans cette entreprise précisément. Et donc, tout ce que je dis ne reflète pas et n'a pas à refléter l'image de l'entreprise dans laquelle je travaille. Après, mes collaborateurs, pas tous, alors je pense que une grande partie d'entre eux ne comprennent pas tellement les réseaux, ce qui fait que je suis pas, enfin, ils savent que ça existe, mais est-ce qu'ils savent ce qui s'y fait? Je ne suis pas sûre. Et aussi, dans les maisons d'édition, nous, on a des éditeurs qui, parallèlement, ont une émission radio, par exemple, où ils vont parler de différents livres qui ne sont pas forcément les livres de notre maison d'édition. Donc, en fait, on a aussi des statuts qui sont plus facilement hybrides.
de par le métier qu'on fait et qu'on cumule pas mal de casquettes. Donc moi, par exemple, j'ai la partie création de contenu et ma partie sessionnaire de droit, mais les éditeurs peuvent très bien être écrivain, éditeur aussi à côté. Donc, cette espèce de schizophrénie, on l'a beaucoup et on fait avec, c'est pas tellement problématique. La dernière chose, c'est que je rejoins aussi ce que dit Richard sur le fait qu'on peut aussi être des très bons éléments pour l'entreprise. Moi, je sais très bien que la responsable communication est déjà venue plusieurs fois vers moi pour me demander mon avis sur des différents dispositifs qui sont mis en œuvre pour la maison d'édition, justement parce que j'ai aussi ce regard-là et ces compétences qui sont connexes à ce qu'on propose nous-mêmes sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, dans l'aspect de mise en avant du contenu des livres, du produit qu'on vend, les réseaux sociaux sont essentiels, surtout, donc moi je parle de Instagram et de TikTok, mais parce que sur TikTok, il y a eu quelque chose d'énorme, ça s'appelle le BookTok, et c'est une espèce de communauté qui s'est créée sur ce réseau qui fait que des millions de livres se sont vendus, et surtout que de nouveaux publics ont été touchés. Donc récemment, il y a des études qui montrent que les jeunes lisent de moins en moins, mais pour pallier à ça, justement, c'est les réseaux sociaux qui font créer de nouveaux lecteurs et lectrices, et ça, c'est indéniable. Donc, l'entreprise sait que je fais ça et n'a pas émis d'avis contre ou pour. Après, moi, sur mes prises de position, c'est clair que je fais attention de ne pas mettre en avant le fait que je travaille dans une maison d'édition particulière et de ne pas émettre d'avis particulier aussi sur la production qui est faite par ma maison d'édition, parce que ce serait du conflit d'intérêts à ce moment-là, autant pour la communauté que j'ai de est-ce que mon contenu est vraiment sincère, et aussi pour l'entreprise que mon avis aussi est subjectif, donc je ne peux pas aller contre mon rôle dans l'entreprise, qui est aussi de vendre les produits qu'on a à vendre. Voilà. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit les uns les autres, et effectivement, on se rend compte aujourd'hui que la communication institutionnelle sur les réseaux n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Ça marche beaucoup mieux quand quelqu'un se met en scène, il y a un peu de personnel, il y a un peu à la fois de personnel, mais sans être trop personnel, hein, de ce que j'ai compris, de ce que vous dites tous les trois. Je mets du personnel, mais sans que ce soit moi-même, puisque je veux pas porter le flanc à des choses trop privées. Et puis, d'un autre côté, donc on se dit, du coup, si la communication institutionnelle marche moins bien, c'est donc que la communication individuelle, quelque part, passe mieux quelque part. Donc on pourrait se dire, si je vous écoute, que du coup c'est plutôt bien pour l'entreprise, parce que c'est aussi une opportunité, voilà, de développer des thèmes, quand je pense à l'exemple de la finance, d'aider les gens à mieux comprendre ce que c'est que l'économie, la finance, etc. Tout le monde doit y trouver son compte quelque part. Mais d'un autre côté, je prends l'exemple de Marie, moi, entreprise, si je vois que Marie passe du temps à quelque part, même si c'est subjectif, mais faire de la pub pour d'autres bouquins que les bouquins que je prône, est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est des choses est-ce que l'entreprise peut quelque part, du coup, en disant, moi, ma communication institutionnelle, elle ne marche pas bien, donc j'ai bien compris que celle des individus marche beaucoup mieux, donc j'aimerais pouvoir quelque part m'appuyer potentiellement sur eux, mais d'un autre côté, si c'est pour qu'ils vendent aussi bien moi que la concurrence, parce qu'ils sont objectifs, alors à quel moment je m'y retrouve? Enfin oui, je me fais l'avocat du diable, hein, exprès par rapport à ces sujets. Qu'est-ce que vous pensez? Pour ça, moi, alors, ce qui est intéressant, c'est que selon les entreprises, il y a aussi des clauses de non-compétition, ce qui fait que, justement, sur ces questions-là, en fait, c'est à partir du moment où on a rémunération qu'on peut être mis en cause pour mettre en avant du contenu d'autres entreprises. Et c'est là que se pose la question. L'autre chose, moi, qui est la petite subtilité que j'ai, c'est que je ne travaille pas en communication dans la maison d'édition. Ce qui veut dire que là où je pourrais faire de la compétition, c'est si j'étais sessionnaire, par exemple, j'étais en freelance aussi pour d'autres maisons d'édition sur leur session de droit. Or, je ne le suis pas.
Et donc, en fait, à partir du moment où je ne suis pas rémunérée déjà, je n'ai pas... Enfin, c'est mon avis personnel. Et donc, auquel cas, l'entreprise, ça ne la dérange pas. Du moins, c'est ce que les RH m'ont dit. Et à partir du moment où il y a rémunération, c'est censé être plus ou moins au cas par cas. Mais étant donné que je ne travaille pas en communication, encore une fois, ça ne rentre pas vraiment en compte dans le contenu que je fais. Très bien, mais c'est important ce que tu dis, c'est aussi par rapport à la fonction qu'on exerce dans l'entreprise, bien évidemment. C'est aussi un point, bien évidemment, de vigilance par rapport à le contenu qu'on est en train de prôner sur les réseaux sociaux. Richard et Antoine, est-ce que vous avez des éléments que vous souhaitez ajouter par rapport à quelque part cette schizophrénie que pourrait devenir l'entreprise par rapport à ces réseaux Moi, par exemple, et le faible impact qu'elle a en plus elle-même sur les réseaux sociaux? Moi, par exemple, en complément, je pourrais dire le fait que j'ai créé du contenu en amont de mon nouveau poste. Je sais que quand je suis arrivé dans la boîte, les gens m'ont parlé de la newsletter, de la qualité de la newsletter et des thèmes que j'avais abordés. Et dès que j'ai commencé mes fonctions, on m'a dit tu as fait une newsletter sur cette partie réglementaire-là. Moi, j'aimerais bien que tu approfondisses ça sur notre sujet au niveau de notre entité. Donc, en fait, après, de là à penser, par exemple, je suis chez un assureur, je prône un autre assureur ou des insurtech, etc., qui sont. Moi, je ne le vis pas, en tout cas, je le vois pas trop comme ça. Je pense qu'on est tous dans un écosystème, il y a de la concurrence, ils le savent très bien. Je pense que quand on parle de médias traditionnels, même de médias au niveau de contenu, en fait, c'est très hétéroclite. C'est-à-dire qu'on va parler de plein de sujets. Donc, quand tu abordes des sujets, forcément, tu vas parler d'autres acteurs. Donc, après, de là à se brider, moi, j'y crois pas trop forcément en tout cas sur le thème de l'assurance, j'y crois pas trop. Enfin, en tout cas, moi qui l'ai vécu là depuis un moment, et j'échange avec des pairs aussi dans la création de contenu. Pour eux, en fait, même si tu en as qui c'est leur rémunération, donc ils sont vraiment journalistes, ils parlent de ce média-là, ils parlent énormément de tous les acteurs. D'autres personnes avec qui j'ai échangé qui sont aussi ambassadeurs dans des entités assurances, ils ont aussi leur thématique au niveau de leur propre assureur, mais à côté de ça, ils communiquent aussi sur d'autres sujets. Donc, en fait, je ne vois pas trop. Je pense que c'est aussi un côté un peu partnership. En fait, voilà, je crée du contenu, j'en crée aussi pour toi, mais en même temps, j'ai aussi un libre arbitre à avoir, tout en respectant mon propre assureur si j'y travaille. Mais voilà, enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Merci Antoine pour cette réponse. J'ai l'impression que... Béatrice, j'ai l'impression. Voilà, j'étais en train de me dire, elle est un peu figée, mais je pense qu'effectivement, on l'a perdue. Si vous voulez, je peux revenir sur ça et puis sur ce que je vois dans le... Voilà. Je crois que Béatrice revient. Voilà, c'était juste un aller-retour. Voilà. Je m'apprêtais à enchaîner sur le point suivant ou je reprends la main. Voilà. On peut juste, il y a une question. Mais du coup, Richard va compléter. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ça permet de rebondir. Je pense qu'il faut différencier. On parlait de programme d'ambassadeurs d'entreprise. Je pense qu'il faut différencier des gens qui sont vraiment ambassadeurs de leur entreprise, dans le cadre d'une communication globale, et là qui ont vraiment un rôle, entre guillemets, officiel, versus des personnes qui sont salariées, qui communiquent sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas ambassadeurs de leur entreprise. Je pense que ça, déjà, il y a ces deux choses différentes. Et par rapport à la question là, sur l'influence, sur le cours de bourse, etc., bon, déjà, je pense qu'il faut rester très modeste. Moi, je ne pense pas que si je fais un poste, il va y avoir. Mon entreprise n'est pas cotée en l'occurrence, mais voilà, ça ne va pas faire trembler le CAC 40 ou le Nasdaq, voilà, même si ça peut être effectivement un sujet quand on donne des informations fausses, ce qui peut toujours arriver, mais en aucun cas, moi, je représente mon entreprise. Donc, ce n'est pas ma prise de parole. Je ne fais pas en tant que représentant de l'entreprise. Qui pourrait être pris en compte par des analyses financières sur des analyses de marché, etc. Donc ça, je pense que c'est important de bien dissocier les deux à ce niveau-là pour voir les responsabilités des uns et des autres. Voilà. On passe aux best practices ou comment tu vois les choses? Parce que je vois que le temps passe. Alors, juste un point du coup, dans ce que vous avez dit les uns les autres, l'importance des managers que prennent de plus en plus les grands patrons,
qui va parler, qui va du coup les faire parler en leur nom et en tant que personne, pour justement véhiculer la communication institutionnelle. Et donc, on voit bien ce mouvement de fond qui bien évidemment arrive, mais quand on a un community manager associé au DG, par exemple, il y a un vrai encadrement, par contre, de ce qui se dit par rapport sur les réseaux sociaux, par rapport à votre rôle aux uns et aux autres, où vous mettez un point d'attention à justement rester objectif, comme si quelque part vous étiez indépendant de l'entreprise dans lequel vous travaillez, si j'ai bien ressenti un peu vos points. Avec tout ce que vous avez dit, il y a quand même une question qui se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est le fait qu'on a du coup, in fine, trop d'informations. Parce que beaucoup de gens veulent être comme vous, beaucoup de gens veulent devenir quelque part connus sur les réseaux sociaux, et on a l'impression qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Comment vous essayez de faire du coup une information qualitative par rapport à cette masse d'informations? Enfin, on le voit notamment si on prend LinkedIn, il y a des nouvelles qu'on a par 5 ou 6 canaux différents, où on se dit, bah, c'est bon, on l'a déjà eu. Et comment vous faites pour justement pas générer de surcharge informationnelle quelque part avec tous vos followers? Antoine ou Richard, Antoine ou Marie? Marie? La question, c'est comment nous, on fait pour ne pas se faire submerger, ou comment nous, on ne submerge pas les gens? Oui, comment vous… les deux. Non, pas submerger, mais comment vous faites pour ne pas submerger les gens? C'est-à-dire que les gens vous écoutent encore, on va dire. Alors, comment se structure votre communication? Déjà, moi, au début, quand j'ai commencé à écrire sur LinkedIn, je me disais, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que mes collègues vont penser, qu'est-ce que Toto va penser. En fait, personne ne vous attend, en fait. Les gens n'en ont strictement rien à faire de vous, en fait. Donc, une fois qu'on a compris ça, déjà, ça libère d'un poids. C'est-à-dire que si je publie quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'est pas super, etc., bah, c'est pas grave, les gens vont juste pas le voir. Si le contenu n'est pas bon, bah, les gens vont pas le voir. Voilà, donc ça sera fini. Donc ça, c'est le premier point. Donc les gens, en fait, oui, il y a plein d'informations, mais ils choisissent, justement, comme il y a de l'abondance, ils vont choisir quel contenu regarder. Et donc derrière, ça amène le sujet de quel contenu produire pour intéresser les gens. Moi, c'est plutôt dans le sens que je le prendrais, c'est comment essayer d'attraper l'attention dans ce flot d'informations. Et donc là, ça passe par différentes techniques. Ça peut être du visuel, ça peut être sur la manière de présenter le contenu, ça peut être sur le fond, évidemment. Mais voilà, je pense que le sujet, c'est d'essayer de faire du contenu qui intéresse les gens. Sur LinkedIn, alors je connais pas très mal Instagram, mais pas du tout TikTok, mais ça se passe notamment dans tout ce qui va être accroche, c'est-à-dire début des posts et visuel du post. Si l'accroche et le visuel n'est pas bon, le post ne marchera pas, même si le contenu est très bon. Donc voilà. Donc moi, effectivement, j'essaie de réfléchir à ces points-là. Je regarde aussi ce qui se fait, ce qui, moi, m'intéresse, si je parle de l'autre côté, parce que c'est aussi comme ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous accroche, qu'est-ce qui nous apporte de la valeur et nous permet de progresser. Parce que moi, le contenu que je regarde sur LinkedIn, j'essaie de suivre des gens qui me font progresser. Ça peut être sur des sujets financiers, mais aussi sur plein d'autres sujets. Et donc, j'essaie de m'astreindre à me dire, voilà, ce qui, moi, m'intéresse, je vais essayer de le retranscrire et puis ensuite tester différents formats, plus long, plus court, plus visuel, moins visuel, etc. Et voir ce qui fonctionne. Mais le vrai sujet, effectivement, c'est d'essayer de capter l'attention des gens et c'est pas facile. Et Marie, toi qui publies plus rapidement qu'on a le temps de lire, comment tu gères un petit peu cette masse d'informations par rapport à tes followers? Moi, j'avoue que je vais partir beaucoup de points qui m'intéressent. Il y a des thématiques qui m'intéressent plus que d'autres, et je pense que les personnes qui me suivent au fur et à mesure s'en rendent compte. Ce qui fait que finalement, moi, mon contenu est motivé plus par ce que j'ai envie de raconter que par… et aussi, en fait, je parle tellement de différents types de contenus, autant du spectacle vivant que de la philo des fois, que de la littérature, que des musées. Donc en fait, il y a c'est un peu un fourre-tout organisé aussi, qui fait que je m'ancre déjà sur ce
ce sur quoi je pense que je peux apporter quelque chose, une vision ou un décryptage. Et ensuite, je rejoins ce qu'a dit Richard. C'est clair qu'il y a aussi tout un rapport à l'esthétique et à l'accroche qui est indéniable. Donc, au fur et à mesure, j'ai aussi une charte graphique que je me suis créée. Donc, j'ai une police que j'utilise. J'ai des couleurs qui sont les couleurs que j'utilise. J'ai aussi des espèces de contenus types ou qui deviennent sériels. Donc, on peut le retrouver au fur et à mesure. Et c'est ça aussi que les personnes qui accrochent le plus les personnes, qui font que les personnes vont rester parce qu'ils veulent voir l'épisode 2 de la série, etc. Ça peut être autant sur les bilans mensuels de lecture que je fais que sur une série que je fais qui s'appelle Ainsi soient les muses, où j'essaye de décrypter des théories sociologiques et féministes à travers le prisme de la mythologie grecque. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'arrive à capter un minimum l'attention de ma communauté. Mais après, soyons honnêtes, par exemple, TikTok, c'est un réseau qui est régi par l'algorithme et c'est paradoxalement le meilleur réseau pour se lancer et potentiellement exploser en 2 secondes. Et en même temps, ça nous garde absolument humbles parce qu'un contenu peut marcher avec des milliers, voire des millions de vues, et le contenu suivant, absolument pas. Donc, il faut aussi avoir une résilience. Et c'est pour ça que moi, je me centre sur des contenus que j'ai envie de faire. Parce que si je me basais simplement sur le rapport que j'ai avec la réponse des audiences, en fait, je tomberais en dépression 1 fois sur 2 parce que les contenus vraiment ont des réceptions qui sont très différentes, quoi. Voilà. Donc, on voit effectivement, et puis je vais laisser la parole à Antoine également, que ce qui marche bien, en fait, c'est de raconter des histoires, faire des séries, enfin, rendre les gens un petit peu accros, quelque part, à ce qui va se passer. Alors, dans la finance, c'est parfois plus difficile, hein, mais on peut avoir envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans la saga du rachat de telle banque par telle compagnie d'assurance, etc. Et on voit du coup, à l'heure où on a quand même de plus en plus de digitalisation, du recours à l'intelligence artificielle, que la place de la personne et de ce qu'elle raconte prend de plus en plus d'importance. Et Antoine, du coup, est-ce que tu as des éléments à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit? Je pense qu'en complément, ils l'ont très bien dit, c'est d'avoir une bonne ligne éditoriale. Je pense que c'est comme, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Au début, je publiais pas très. En fait, j'avais cette difficulté-là à capter l'attention de mon audimat, on va dire, très clairement, comme le disait Richard. En plus, les gens, si tu n'as pas ta première phrase punchy sur LinkedIn, les gens, ils switchent direct. Ça, c'est le truc hyper important aussi. Et du coup, j'ai essayé d'avoir une ligne éditoriale qui soit cohérente avec mon objectif. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai lancé aussi un podcast. C'est aussi pour ça que j'ai lancé aussi une série, en fait, où toutes les semaines, je fais des fiches pour vulgariser les grands principes de l'assurance. Et en fait, j'ai essayé dans un calendrier, de dire pendant une semaine, je sais qu'il y a ce jour-là, je publie ma fiche, ce jour-là, je vais parler de news dans l'assurance, ce jour-là, je sais que là, je vais sortir mes épisodes de podcast. Et comme ça, après, mes auditeurs, ils savent que ce jour-là, ils ont la sortie d'un podcast, ils ont la sortie de la fiche. Et du coup, ça a créé un rituel. Et force est de constater qu'après, j'ai des petits messages LinkedIn qui arrivent. Donc, je me dis, bon, c'est que ça fonctionne. Même si des fois, je suis comme toi, Marie, des fois, j'ai des posts qui, j'ai pas l'impression, ça flanche, ça fonctionne pas. Sur LinkedIn, l'algorithme, il vient de changer. Donc, ça a diminué pas mal mon reach ces derniers temps. Mais voilà. Mais en fait, je me dis, je pense que si les personnes veulent vraiment se lancer, c'est avant de se lancer, de se dire, voilà, faire un peu un benchmark, en fait, sur quel sujet tu veux aborder et bien définir, et après lancer une petite ligne éditoriale que tu pourras adapter petit à petit en fonction de la data, parce qu'on parle d'algorithme, mais l'algorithme fonctionne principalement avec de la data. Donc, il faut d'abord aussi pas mal analyser les données que tu as, et après un peu se réorienter. Je pense que ça, c'est pas à négliger aussi. Ouais. Alors, comme il y a quand même pas mal de sujets un peu chauds en ce moment, on va dire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les différents pays du monde, que ce soit en France, etc. Est-ce que vous fixez des limites sur ce que vous pouvez liker ou ne pas liker, parce que comme vous êtes des personnalités qui commencent à être connues quelque part, est-ce que vous vous dites, là, je ne reste que dans mon domaine stricto sensu, ou bien est-ce que, ou des domaines sportifs ou autres, est-ce que vous mettez des barrières par rapport à ça? Je peux répondre pour ma part, je fais attention, je vais dire, des limites pas forcément 100% claires, mais clairement, je vais pas prendre la parole sur des sujets, que je ne maîtrise pas, déjà.
et 2 qui sont sensibles à des conflits étrangers, voilà, ce genre de choses. Déjà, ce n'est pas des sujets sur lesquels j'ai forcément un avis éclairé, donc je ne me sentirais pas de le faire. Et par ailleurs, voilà, ce n'est pas des choses qui ont du sens. Et ça revient, je pense, à ce qu'Antoine a dit. Donc, moi, j'ai une ligne éditoriale autour de la finance. Alors, je ne commente pas que des choses sur la finance, mais voilà, je m'aventure rarement en dehors des sphères économiques. C'est ça mon sujet, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je peux consommer d'autres contenus, effectivement, de manière passive, mais je reste, je dirais, dans mon couloir. Et surtout, quand je prends la parole, je prends la parole sur des sujets que je maîtrise. Voilà, je ne vais pas m'amuser à faire sur des sujets que je ne connais pas. Ou alors, si je ne connais pas bien, parce que je me forme aussi sur certains sujets, on ne peut pas tout connaître, je le fais dans ce mode-là et je ne vais pas me présenter comme un ultra expert d'un sujet, faire quelque chose de très compliqué, mais plutôt des choses plus simples, de décryptage pédagogique, parce que c'est aussi des sujets que j'apprends en faisant. Mais voilà, effectivement, moi personnellement, je mets quand même des limites. Là-dessus, sur tout ce qui est politique sensible, voilà, je m'aventure clairement pas là-dessus. Moi, je pense Marie, est-ce qu'il y a une frontière Moi, c'est un peu différent parce que déjà, je pense que ayant une certaine visibilité, c'est aussi important pour moi que les valeurs que je porte soient aussi partagées. Et ça me paraît un peu aussi paradoxalement mon devoir. Je fais de la culture, de l'art, mais l'art est infiniment politique et donc ça, pour moi, c'est connexe. Après, cela dit, il y a aussi une manière de le faire qui reste dans le débat démocratique, qui fait que j'avoue que des fois, justement, j'utilise ma plateforme pour aussi mettre en avant des causes qui me tiennent à cœur. Alors, ce n'est pas le cœur de mon contenu. Et en même temps, comme je parle d'art, je parle de livres, je parle de philosophie, je parle de théorie politique des fois. Donc, forcément, il va y avoir une connexion. Donc, par exemple, s'il y a une cause qui me tient à cœur, bah, peut-être que je vais partager un livre qui fait référence à cette cause. Il y a des manières de le faire qui sont bien sûr plus cohérentes que d'autres. Et donc, c'est ça que j'essaye de faire. Voilà. Antoine? Pour moi, je pense que je suis très, très strict par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, je suis un peu comme Richard ou comme Marie. Je ne vais pas aller débattre sur des sujets déjà, d'une part, où je n'ai pas connaissance, où je ne me sens pas vraiment avoir même les compétences, ou même des sujets d'actualité. J'essaye de ne pas prendre position non plus. Parce que voilà, moi, ma charte, c'est parler d'assurance. Donc, ce n'est pas d'aller débattre sur des sujets d'actualité. Ce n'est pas mon domaine, en fait, de base. Donc, je préfère vraiment rester sur cette ligne éditoriale-là et pas divaguer vers d'autres sujets ou aller commenter. Même s'il y a des débats dans l'assurance, ça, forcément, je ne prends pas position, mais plutôt en mode de réflexion qu'on pourrait avoir, mais sans prendre position et dire un est nul et l'autre est meilleur ou vice-versa. Je ne suis pas trop dans cette position-là. Alors du coup, il nous reste juste quelques minutes. Je regarde s'il y a quelques questions ou commentaires dans le chat, mais il n'y en a pas pour l'instant de complémentaires. Quel est le mot de la fin que vous voudriez dire à nos auditeurs par rapport justement à ces enjeux? Qu'est-ce que vous voudriez dire potentiellement à un employeur qui verrait un petit peu d'un œil un petit peu craintif ses collaborateurs qui vont sur les réseaux sociaux où il préférait qu'ils ne parlent pas à l'extérieur, que ce serait beaucoup plus simple? Quel serait le conseil que vous pourriez donner ou la phrase qui résumerait un peu votre état d'esprit? Je peux me lancer si vous voulez. Moi, pour les entreprises, je dirais ouvrez vos chakras. Vous verrez, vous avez tout à y gagner. Et pour les personnes qui ne sont pas encore lancées, je dirais lancez-vous, en fait. C'est le moment de le faire. C'est maintenant. Moi, je pense Marie? je pense que c'est important pour que les entreprises commencent à se pencher sur la question parce que ça ne va pas disparaître en fait. Et je pense que ce qui est plus important, c'est justement de réfléchir à quel cadre donner à ces nouveaux profils-là qui vont, je pense, de plus en plus émerger parce qu'au-delà du contenu que nous trois on fait, qui est quand même un contenu qui a un but
soit éducatif, soit du moins de partage. Il y a aussi plein d'autres personnes qui juste vont faire du contenu, même ce qu'on appelle lifestyle. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à ça et voir et se préparer sur quel cadre on peut faire. Pour les personnes qui se lancent, effectivement, pour moi, c'est si on sent qu'on a un message à délivrer, quelque chose de pertinent à faire, il faut le faire et on n'aura jamais rien à perdre. Après, il faut être conscient aussi qu'on parle sur des plateformes qui sont ouvertes à tous et donc il faut le faire d'une manière correcte et respectueuse. Merci beaucoup, Marie. Antoine, le mot de la fin. Oui, alors moi, je voulais partager mon expérience. C'est-à-dire que moi, ça a duré 6 mois avant de me lancer et de créer du contenu sur LinkedIn. Donc, un peu comme dit Marie, en fait, il y a un temps de réflexion. Et je pense que ce temps-là, il faut l'avoir. Il ne faut pas se dire, bah, tiens, du jour au lendemain, je vais me mettre à écrire. Je pense qu'un conseil que je peux vous donner, c'est de réfléchir en amont à votre ligne éditoriale, à savoir quel sujet vous allez aborder. Pourquoi pas aussi en amont un peu tâter le terrain auprès de votre employeur, même si moi je suis du même avis de Richard, hein, je pense que les employeurs, c'est bénéfique pour eux qu'un employé communique sur les réseaux. C'est vraiment de préparer et après de se lancer. Je pense que même si vous n'êtes pas dans votre zone de confort, bah, moi par exemple, je suis quelqu'un qui est dyslexique, donc en fait écrire, je rédige maintenant du contenu quasiment tous les jours. Donc en fait ça me force à écrire, ça me force à rédiger, ça me force à lire des articles comme les Échos, d'ailleurs, aller lire les articles de Richard dans les Échos, ça me force à les lire. Donc voilà, et en fait, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là de se dire, bah, ce qui te fait peur, tu vas essayer de le mettre dans ton quotidien, et du coup, ça va te porter vraiment du positif pour toi. Et moi, je le vis vraiment comme ça depuis que je me suis lancé il y a 1 an. Donc franchement, un peu comme Richard, quoi, foncer et tenter l'expérience de la création de contenu. Alors, je ne sais pas si on va se laisser influencer par la tête d'ange de Richard dans le chat. Voilà, il nous a mis une gentille petite tête d'ange par rapport à ça. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce web. Je vais laisser peut-être la parole à Isabelle pour introduire les prochaines webconférences. Il y en a donc quelques-unes à venir, notamment sur Dora, le marché luxembourgeois. Nous avons d'autres conférences aussi plus techniques, on va dire, sur notamment les enjeux de titrisation. On aura aussi un sujet sur les fintech, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn, pour justement pouvoir assister à ces webconférences qui sont également en replay, mais c'est toujours très agréable quand même de vous voir pour de vrai, Richard, Marie, enfin pour de vrai en visio, Antoine, avant qu'on mette dans quelques mois ou années vos avatars à la place. Hein, voilà. Permettra de ne plus avoir à communiquer. En tout cas, un grand merci. On voit bien l'apport à la fois que vous avez d'un point de vue personnel de ce que vous y mettez en tant que personne dans cette posture sur les réseaux sociaux, à la fois votre vision d'apport pour les autres, de partage, de transfert de connaissances qui vous semble vraiment chevillée au corps quelque part hein, par rapport à ça, que ce soit la littérature, le théâtre, l'art ou des sujets plus financiers. Donc, un grand merci à vous tous, puisque nous vous suivons aussi sur les réseaux sociaux. Un grand merci pour ce que vous nous apportez et voilà, soyez quand même attentifs hein, voilà, à ce que vous publiez, bien évidemment. Juste une précision. Juste une précision donc, aux personnes qui se sont inscrites. Vous allez avoir demain un message et le replay sera disponible et vous recevrez le lien. Donc, il y aura bien sûr une communication sur LinkedIn puisque c'est justement le sujet. Mais en l'occurrence, chaque personne inscrite aura possibilité de récupérer le replay si elle le souhaite. Voilà. Très bien. Et puis surtout, on attend de savoir quel est le nouvel algorithme aussi qui va nous permettre d'être plus visible sur les réseaux sociaux. Donc, merci de nous communiquer cet algorithme en off. Voilà. Très bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup à tous. Merci et très bonne soirée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.